C'est bien connu, la liberté n'a pas de prix. Et pourtant, si, la liberté a un prix. Que serait votre libre arbitre sans une information réelle, sérieuse et alternative? Votre liberté, c'est, entre autres, nos 375 heures d'émission pour les prochains mois. Pour ce faire, nous n'avons pas encore atteint notre objectif. Libéralisme des mœurs, politique migratoire, politique sanitaire, politique étrangère, vous savez bien que vous ne pouvez pas compter sur les médias de la désinformation pour vous forger une opinion. Pourtant, eux, ils ont votre argent. Alors pour une fois, choisissez où va une toute petite partie de votre argent. Et en plus, les 2/3 sont déductibles des impôts. Alors oui, la liberté a un prix. Bonjour à tous. Aujourd'hui avec nous pour ce Zoom, Philippe Diribarne. Monsieur, bonjour. Bonjour. Philippe Diribarne, vous êtes anthropologue du CNRS, économiste, ingénieur de formation. Vous êtes connu dans le monde de l'entreprise pour avoir travaillé sur la logique de l'honneur, qui est sans doute l'une des expressions qui sont les plus attachées à votre personne. Et vous venez sur notre plateau donc nous parler de ce livre, La Nation, une ressource d'avenir, qui est écrit à 4 mains avec Bernard Bourdin, spécialiste de théologie politique. Première question, comment convaincre aujourd'hui les Français et d'une certaine manière les Européens, les Occidentaux, que la nation a un avenir dans un pays où le sentiment national semble s'être autant dissolu? Bien, on a quand même, disons, une espèce de résurgence de la nation autour de l'Ukraine. Enfin, d'un coup, autour de l'Ukraine, même les personnes qui étaient les plus hostiles à la nation considéraient que c'était quelque chose d'archaïque et qu'il était temps de dissoudre les nations dans des grands ensembles, les dépassant. Se retrouvent, disons, dans cette lutte entre une nation et un empire, la nation ukrainienne et l'empire soviétique, du côté de la nation. Alors, ce qui est frappant, effectivement, c'est que je ne vois pas beaucoup de lectures réfléchissant à partir de là sur, au fond, pourquoi est-il eu cette désaffection à l'égard de la nation et, au fond, et pourquoi l'Ukraine échapperait, disons, à ce sentiment. Alors, il y a aussi, si vous voulez, disons, en mineur, autour des revendications des Kurdes, par exemple, à former une nation, un État, etc., plutôt une sympathie en Occident. Enfin, quand on voit la Turquie qui s'apprête à attaquer les Kurdes en Syrie. Apparemment, les Occidentaux ne feront pas grand-chose, mais en le regrettant un peu. Voilà. Et donc là, de cela, la nation est vue comme quelque chose de positif. La nation définie dans ce que vous êtes en train de nous dire comme le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Tout à fait. Voilà. Alors, c'est vrai qu'entre la nation, entre les notions, disons, de peuple, de nation, on passe de l'un à l'autre. Et c'est vrai que souvent, du reste, dans les empires, on parle d'une pluralité de nations qui correspond à peu près, au fond, à une pluralité de peuples. Enfin, non par peuple, des ensembles qui ont un sentiment à la fois d'identité et qui partagent une histoire, une mémoire. Alors, la difficulté me semble néanmoins double, puisque non seulement on a ce désintérêt, ou en tout cas cette méfiance peut-être à l'égard de la nation aujourd'hui, mais on a aussi, dans votre livre, un point de vue libéral, qui est également un terme juridique à l'origine, mais qui, dans son acceptation économique, est mal vu aujourd'hui, n'est également pas très à la mode. Quel est le lien entre les deux, entre cette nation et ce point de vue libéral que vous avez? Si vous voulez, il y a à la fois, disons, une contradiction dans l'histoire. Parce que dans l'histoire, la nation a été vue comme étant un haut lieu d'émancipation, émancipation par rapport aux empires, émancipation par rapport à la tutelle de Rome, de l'Église. Enfin, chez Luther, par exemple, la nation allemande s'émancipe par rapport à Rome, et donc la nation a été portée, disons, par un mouvement effectivement plutôt libéral. D'émancipation, ce que vous appelez la quadruple l'émancipation, et à la fin, finalement, l'émancipation du
du citoyen par rapport au pouvoir du monarque. Alors maintenant, il y a eu un retournement dans lequel on considère au contraire qu'il faut aller plus loin et qu'il faut émanciper l'individu de la nation. Il faut, alors avec une sorte de fiction, disons, dans laquelle on pourrait avoir une sorte d'humanité indifférenciée, dans laquelle chaque individu serait directement en rapport avec l'humanité, que ce soit dans le domaine économique que vous citiez, hein, dans lequel vraiment la mondialisation heureuse, le doux commerce, etc., et que ce soit en matière politique, dans laquelle finalement chacun aurait le droit à aller où il veut dans le monde, chacun deviendrait citoyen du monde, etc. Pourquoi n'avait-on pas anticipé justement cette incompatibilité qui surgit vraiment à la lecture de votre livre entre la nation et la mondialisation? Quand Montesquieu parle de doux commerce, il ne me semble pas que ça pose de problème par rapport à l'émergence des nations à ce moment-là. Bien, disons que je pense que ce qui a été le tournant, c'était le tournant, ça a été le plus jamais ça, disons, après les deux guerres mondiales. Disons, et en particulier en Europe, l'idée qu'au fond, que la nation, c'est la guerre. Hein. La nation, c'est la guerre. Et donc, si on veut éviter la guerre, il faut éviter les nationalismes. Et donc, nationalisme, alors on a fait des différences subtiles, hein, nationalisme, patriotisme, etc. Enfin, quand même, voilà, la nation, et il y a un autre aspect, c'est dans le monde contemporain, hein, qui est très très attaché à l'idée du droit des minorités, qui voit la démocratie beaucoup moins comme autrefois le droit du peuple encore à se gouverner, mais le droit des minorités à être protégé. Puis la nation a été accusée justement en mettant en avant le citoyen, les droits du citoyen et le pouvoir du citoyen encore, de limiter les droits des minorités. Donc il y avait toutes les accusations de démocratie libérale qu'on a vu fleurir. Alors justement, donc j'en parlais, ces difficultés qui font que la nation aujourd'hui a mauvaise presse, mais une notion qui reste extrêmement populaire au sens premier du terme, puisque aujourd'hui ceux qui se raccrochent à la nation, ce sont les classes populaires. Les élites, elles, ne jurent plus que par le poste national. Je vous renouvelle ma question. Comment convaincre, finalement, dans ces conditions, que la nation a un avenir sans être taxée de populiste ? Alors, je crois, j'évoquais tout à fait au début, disons, l'Ukraine. Je pense que c'est une bonne base, si vous voulez, de réflexion. Et il me semble, si vous voulez, qu'au fond, quelque chose qu'on doit constater, c'est que les peuples ne disparaissent pas. Alors, et on a beaucoup parlé de la Pologne aussi. Dieu sait que la nation polonaise a été maltraitée, etc. Mais finalement, elle n'a pas disparu et elle reste bien vivante. Bien sûr, le peuple juif, en dehors malgré vraiment les tribulations extraordinaires à l'échelle de l'histoire, reste toujours un peuple. Alors, à partir du moment où les peuples existent, où les peuples sont différents, qu'est-ce qui est raisonnable? Qu'est-ce qui est raisonnable? Bon, alors, au fond, il me semble qu'on peut montrer que ce monde, disons, multinational que vous évoquez, disons, ce monde des élites qui sont prêtes à voyager, etc., est un monde qui ne concerne pas l'ensemble de la population et que, du reste, je pense que vous le voyez dans votre génération, on voit des jeunes qui ont fait des études internationales, qui ont fait des grands séjours au Canada, aux États-Unis ou ailleurs. Au fond, on revient en disant, mais au fond, nous, quand même, on est vraiment attachés à notre nation. C'est beaucoup plus, on le croyait, oui, dans l'ambiance. Certes, Philippe Diribarne, mais vous expliquez vous-même, et d'ailleurs, la citation que j'ai relevée est vraiment construite d'une façon intéressante. Vous écrivez que l'aspiration à un monde ouvert demeure. Autrement dit, vous mettez dans la même phrase une ouverture et la volonté de demeurer. Donc, est-ce qu'il n'y a pas des élites qui aujourd'hui ont fait quand même sécession avec le peuple et qui veulent gagner sur tous les tableaux? Qui veulent à la fois l'ouverture, mais un certain confort chez soi,
vous avez raison. C'est-à-dire que, enfin, comme souvent, les grands idéaux et les intérêts, disons, se retrouvent. Alors, les grands idéaux, c'est d'un côté l'ouverture aux minorités, la mondialisation. Si on prend la grande époque de la mondialisation financière, etc., des gens, je pense à Jacques Delors, par exemple, qui a été très investi là-dedans, c'est des gens vraiment idéalistes. Alors, ça n'a pas été... Ils ne défendaient pas leurs intérêts. Il y a eu une fascination pour l'idée d'un monde ouvert. Je pense aussi au Concile Vatican II, la Constitution Gaudium et Spes. Enfin, quand on la relit maintenant, on est étonné par la croyance en cette merveille d'un monde ouvert dans lequel, de fraternité universelle, dans lequel, finalement, la nation avait plus sa place. Alors, il y a ça qui, dans les élites contemporaines, oui, va en accord avec le fait que c'est vrai que, je sais pas, les salaires des dirigeants sont beaucoup plus élevés dans un monde multinational que dans un monde étroitement national, et que les possibilités de jouer avec des tas de choses... Ça, ce sont finalement les intérêts des élites à un monde ouvert et mondialisé. Mais vous appelez pourtant donc à sortir de la sortie de l'histoire, ce que vous expliquez, cette ouverture, qui nous fait finalement sortir de l'histoire qui est constituée de guerre, comme vous le disiez tout à l'heure, et qui est pas éloignée finalement de ces critiques qui ont été faites à la nation. Oui, voilà. Ce qui est d'ailleurs assez intéressant, parce que l'Ukraine est une guerre, et finalement, la nation, vous disiez au début, revient un petit peu à la mode, alors qu'en fait, on pourrait très bien considérer que c'est l'inverse, que c'est le nationalisme russe qui a... Et en fait, il y a une espèce d'imbroglio comme ça, de notions qui sont les mêmes, mais qui sont appliquées différemment à la Russie ou au camp occidental. Tout à fait. Cela étant dit, donc, comment, si vous voulez convaincre, outre donc les classes populaires, qui sont elles-mêmes intimement convaincues, qui comprennent que leur avenir est lié à la protection d'un espace national, les élites qui, elles, quand même, ont fait le choix d'une union fédérale qui est à rebours du choix qui était promu par le général de Gaulle, qui était l'Europe des nations. Alors, il y a trois domaines différents, en fait, dans lesquels le rythme des évolutions, disons, n'est pas le même. Alors, ce qui est frappant, c'est à la fois à propos de la crise du Covid et de la guerre en Ukraine, c'est qu'une certaine prise de conscience de la mondialisation économique avait quand même créé pas mal de problèmes. Voilà. Avoir des chaînes de valeur qui sont dispersées dans le monde entier, de pouvoir être totalement dépendant pour la construction d'un véhicule automobile, d'une petite pièce qui va être fabriquée à l'autre bout du monde et qui du coup ne va pas arriver, et qu'une petite pièce peut suffire à tout mettre par terre, se retrouver sans médicaments essentiels au moment de la crise du Covid. Donc là, l'idée de réintégrer la production, de sortir d'une mondialisation folle est en train de se développer. Avec en plus, du reste, le fait qu'on a bien vu que sous couvert de modernisation, un certain nombre de pays, et la Chine au premier rang, eux ne jouaient pas du tout le jeu et se servaient, disons, de ces coopérations pour, j'allais dire, pirater des technologies, disons qu'elles utilisaient, disons, à leur façon. Alors là, disons, je crois que cette affaire-là, on est vraiment en train de revenir dessus, de faire revenir dessus. D'accord. Alors, la deuxième question, et la question qui a été centrale, enfin, qui a joué un grand rôle, si vous voulez, dans la dernière campagne présidentielle, qui est celle des migrations. Exactement, on y arrive. Alors, les migrations, c'est quand même frappant de voir l'évolution de l'opinion autour de la question des migrations et quand même du souci, disons, des questions d'intégration et des échecs de l'intégration. Alors, c'était du reste frappant, si vous voulez, si on revient si vous voulez, à l'Ukraine, c'est comment les Ukrainiens ont été reçus de toute autre façon que des réfugiés populations extra-européennes du Sud, et au fond, pour des raisons simples, qui est que leur problème, où ils allaient repartir, ou s'ils ne repartaient pas, ils s'intégreraient, disons, sans problème. Alors là,
On est là vraiment dans la dimension communautaire. La dimension communautaire. Que vous évoquez. Alors là, on est vraiment dans une affaire de grande tension, si vous voulez, actuelle. Vous avez vu les commentaires de Darmanin à propos du Stade de France, disant c'est nauséabond de poser la question du communautarisme, etc. Mais alors, si vous voulez, ce qui interroge quand on lit votre livre sur cette dimension communautaire que vous évoquez, c'est pourquoi pas avant? Pourquoi ne parlait-on pas d'identité avant les années 90-2000? Est-ce que finalement, ce n'était pas parce que le lien entre la nation et sa dimension communautaire allait de soi? Selon la fameuse phrase de De Gaulle, la France est un pays de race blanche et de culture chrétienne. Oui, tout à fait. Alors, c'est-à-dire que pendant longtemps, il y a 20-30 ans, l'argument de base qui était donné, c'était de dire finalement l'intégration des Italiens, des Polonais, des Espagnols, ça n'a pas été si simple. Ça n'a pas été si simple. Ils avaient beau être chrétiens, etc., latins, ça n'a pas été si simple. Du reste, la moitié sont repartis. Il y a eu du reste des moments, des émeutes, des choses comme ça. Donc, pourquoi ce serait différent avec les nouveaux? Les nouveaux, c'est pareil. Voilà, puisque les anciens se sont intégrés, ça a mis du temps, une génération, 2 générations, mais 3 générations, tout allait bien. Alors, votre panorama, quand même, manque d'une chose, c'est que on n'a pas fait exactement pareil, puisque les exigences n'étaient plus les mêmes. On a abandonné, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, vous l'expliquez, après les guerres, on a considéré que la nation, c'était la guerre, et que donc, changer d'ancêtre, vous en parlez dans votre livre, puisque c'est ça l'assimilation, c'est considérer, écoutez, vous venez dans notre pays, mais vous devez aussi accepter, et on en revient à la nation, puisque Renan le dit, accepter le passé, pas seulement le présent, pas seulement le plébiscite de tous les jours, mais aussi tout à fait. Le creuset commun. Pourquoi a-t-on abandonné ça? Et est-ce que c'est pas ça l'origine aussi du problème? Alors je crois qu'il y a d'abord, là, tout à l'heure, je citais les raisonnements qu'ils ont faits pour dire qu'il n'y avait pas de problème. Ce n'est pas des raisonnements que je reprends du tout à mon compte. On a dit ça. Oui, bien sûr, bien sûr. Les situations ont été très différentes. On a voulu, je ne sais pas, Nouriel, par exemple, a beaucoup écrit là-dessus. On voulait faire comme il n'y avait pas de différence. Et du reste, avec l'argument qui est un argument juridique, la société française, la patrie ne reconnaît ni les races, ni les religions, etc. Donc, vous êtes raciste si vous dites... Ce qui a fonctionné, ce qu'il faut reconnaître, ça a fonctionné. Ça a fonctionné. Mais pourquoi? On a eu une extraordinaire équivoque. C'est qu'au fond, dans le discours de Renan, on pouvait d'autant mieux dire que la race, etc., ça n'avait aucune importance, etc., que le problème ne se posait pas. Voilà, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Le problème ne se posait pas. Alors certes, il y avait eu les discours à une époque entre les Gaulois, les Francs, est-ce qu'on était Francs plutôt Gaulois? Au moment de Sieyès, ils disaient des choses terribles sur les descendants des Francs qui, s'ils se prenaient pour quelque chose, devaient aller rejoindre les forêts lointaines, etc. Mais ce besoin, même, j'appartiens à Saint-Zédard, je suis basque, et donc j'appartiens à une minorité, comme les Corses, etc., même ceux qui appartiennent à des minorités, de Saint-Zédard, ont quand même parfaitement une éducation française, sont totalement intégrés dans la société française. Bon, le fait d'être une minorité, c'est pas une minorité, disons, qui se construit contre la société française. Pour les Basques, tout ça. Les Corses, c'est peut-être un peu plus... Ça a pu poser des problèmes, même en Corse, c'est chez les Basques. Un peu plus subtil. Voilà. Alors, donc, l'assimilation était extrêmement... Il y avait une pression assimilatrice extrêmement forte, mais qui était largement une pression du corps social. Une pression du corps social, c'était pas et donc disons, officiellement, la République était inclusive, ne se mêlait pas. À cette époque, quand même, vous n'employez pas ce mot-là. Non. Mais elle l'était. Non, mais officiellement, en tout cas, elle ne se préoccupait pas. Elle était aveugle. C'est ce que vous disiez tout à l'heure. Elle était aveugle aux différences. Et donc, on supposait, avec quand même, si vous voulez, cette idée qu'il y avait l'espace public et l'espace privé. Donc, ce qui a très bien fonctionné. Par exemple, il y a eu des études sur les Arméniens venant en France qui ont regardé vraiment une très très forte identité arménienne, une solidarité arménienne, on pourrait dire une certaine communauté, un communautarisme arménien dans leur vie privée. Mais qui ne nous empêche pas d'être des parfaits citoyens, disons, dans la vie publique. Au fond, on a cru que ça, c'était la solution trouvée. Et puis que c'était peut-être acquis aussi. Acquis pour l'ensemble des tentes. Alors, vous évoquiez, oui, ce dont je parle, c'est les questions d'héritage. Alors, effectivement, c'est une question
difficile, c'est que les gens venus d'Europe, certes, à certains égards, ils avaient à changer d'ancêtre, parce qu'ils devenaient français, etc. Mais en même temps, la culture dans laquelle ils baignaient était une culture européenne, dans laquelle, au fond, tous les Européens ont des ancêtres symboliques qui sont Michel-Ange, Kant, Bach, des héros. etc. Et des héros, oui, aussi, des héros, des saints, etc. Enfin, donc, c'était pas quand même une rupture. C'est un bain culturel, en fait. Un bain culturel. Et donc, entre les ancêtres, je dirais, biologiques et les ancêtres culturels et politiques, puis c'était, disons, les mêmes ancêtres qui ont créé la démocratie, etc. Une histoire commune, voilà, civilisationnelle. Alors que pour quelqu'un qui vient, je n'oserais pas dire de nom, parce que je risquerais de d'outre-Méditerranée, de me faire vraiment condamner par la justice. Ils ont vraiment à faire un changement d'ancêtre radical, si vous voulez. Donc, en fait, et vu quand même le contraste entre leur civilisation et la civilisation occidentale, ils sont condamnés à une sorte de reniement. Et c'est vrai que c'est difficile à faire. C'est difficile à faire, mais avant... Alors, peut-être dans des proportions moindres aussi. Hein. Le nombre joue énormément. Parce que vous parliez du corps social, bien sûr. C'est une pression qui n'est pas seulement étatique ou à l'école, c'est aussi en dehors, là où vivent les gens. C'est une question de majorité, de minorité. Quand on est minoritaire, on s'adapte. Mais quand même, j'aimerais revenir sur cette hémiplégie d'un plébiscite de tous les jours, puisque votre livre, son titre, « La nation, une ressource d'avenir », on a quand même un petit peu l'impression que vous avez fait un pied de nez à la tendance actuelle. Quand on parle de nation, on a l'impression que maintenant c'est une pièce de musée, que c'est quelque chose qu'on exhume, qui est hémiplégique, parce que le passé n'est plus vu comme indispensable à la nation. C'est le plébiscite de tous les jours et c'est tout. On est un citoyen, on respecte les autres et ça suffit. Donc vous expliquez là que, à un moment, donc dans votre livre au début, que ça tient à la dénonciation de la nation au XXe siècle. La guerre, mais aussi la colonisation. Et vous expliquez que finalement, le passé en commun de la nation selon Renan bute sur une racine, les racines, qui sont celles de ces immigrés qui ne veulent plus devenir des citoyens français parce que finalement, non seulement c'est trop éloigné, mais ils rejettent cette histoire qui est celle du colonisateur. Comment allons-nous arriver, et c'est assez, comment dire, pas ironique dans mais je ne sais pas si c'est possible en fait, mais à surmonter cette difficulté. Quand même, ce qu'on constate, disons, c'est que dans la pratique, parmi les gens qui viennent d'ailleurs, on a des réactions extrêmement diverses par rapport, disons, au monde français. Vous avez ceux dont on parle beaucoup, qui sont effectivement dans une position d'hostilité, les gens du 9-3, etc. Mais vous en avez aussi qui n'ont qu'une idée, qui est de devenir, disons, de bons Français, qui souvent envoient leurs enfants, même à l'école catholique, qui trouvent normal même qu'une femme d'origine musulmane épouse un Français qui n'est pas musulman, etc. Il y en a quand même pas mal. Oui, bien sûr. Il y en a quand même pas mal. Voilà, pas mal. Enfin, la question, c'est la question du rapport entre les deux. Alors, c'est actuellement, on ne fait pas vraiment ce qu'il faut pour aider ceux qui ont envie d'être bien intégrés. Parce que ils sont carrément abandonnés. Oui, ils ont soumis à une forte pression communautaire. Alors, il y a des exceptions. Au moment, je pense, si je pense à la loi dite sur le voile, enfin à l'école. Oui. Sur le voile à l'école. Quand la commission Stasi s'est réunie, au départ, la plupart des membres étaient plutôt contre l'idée de légiférer. Et ce qui les a fait vraiment changer, ce sont les témoignages de jeunes personnes, donc de familles musulmanes, nous disant la seule manière que vous avez de nous protéger, c'est d'interdire. Musulmans, c'est d'interdire le voile. Si vous n'interdisez pas, nous,
nous ne pourrons pas résister à la pression de nos parents, à la pression de notre environnement, à la pression des camarades de classe, etc., qui nous diront « piste-toi le droit de le porter, si tu ne le portes pas, c'est que tu es une mauvaise musulmane. » Actuellement, c'est un des problèmes, c'est que dans la politique et dans la législation, cet aspect du contrôle social et de la pression sociale qui s'exerce à l'intérieur des communautés n'existe pas. Voire c'est inversé dans certains quartiers. Oui, donc, tout à fait. Qui s'exerce en faveur voilà. du maintien de la diaspora, etc. Exactement. Mais pour le Conseil d'État, par exemple, ça n'existe pas. Il n'y a pas de pression sociale. Oui, il y a des droits de l'individu et au fond, et la seule, pour le Conseil d'État, la seule pression qui s'exerce et dont il faut surtout protéger l'individu, c'est la pression de l'État qui veut empêcher les personnes d'agir. Exactement. Et ou la pression des méchants occidentaux qui veulent... Vous avez lâché le mot, vous avez parlé d'État. C'est un mot qui est peut-être, ça peut-être ma seule critique de votre livre, mais qui est assez absent finalement. Est-ce que la France, qui s'est construite autour de l'État, d'un pouvoir assez centralisateur, peut-elle faire l'économie, si elle veut avoir une politique nationale, d'une politique étatique ? Sachant que l'État a été énormément critiqué ces dernières années et que un nombre croissant de nos concitoyens considèrent que finalement l'État apporte plus de mal, fait plus de mal à la France qu'ils ne perçoivent qu'il serait nécessaire pour leur survie et vous comprenez ce que je veux dire ? Oui. Alors, non, c'est pas du tout, disons, ma position ni celle de mon co-auteur du tout, si vous voulez. Donc, en fait, disons, dans ce livre, vraiment, on s'est focalisé sur la question. Ce dont on est parti, c'est le contraste entre l'image, disons, d'une société plus heureuse avec l'affaiblissement de la nation et ce qui se passe concrètement tous les jours quand se produit cet affaiblissement de la nation. Qu'est-ce qui se passe, disons, dans la sphère économique, qu'est-ce qui se passe dans la sphère de société dont nous avons parlé, et qu'est-ce qui se passe dans l'affaire du politique quand le pouvoir, disons, des citoyens est transféré à des organisations multinationales et transféré, disons, au pouvoir des juges. C'est de ça qu'on voulait parler. C'est de montrer à quel point le beau discours de... Oui, mais l'État est forcément fragilisé par ça. L'univers, bien sûr. Alors, l'État est fragilisé, parce que l'État, dans ce qui se passe, l'État, le pouvoir... Alors, c'est vrai qu'on a parlé plus des citoyens que de l'État. Enfin, si vous parlez des citoyens, je veux dire, parler des citoyens et parler de l'État, ça va ensemble. Il n'y a pas d'État sans citoyens, il n'y a pas de citoyens sans État, en tout cas, disons. Et là, effectivement, une critique qu'on a fait à la situation, si vous voulez, actuelle, c'est le fait que le citoyen tend à redevenir sujet, mais non pas du tout sujet d'un État, mais tend à devenir sujet d'une espèce de théocratie laïque, de théocratie impériale. Enfin, on a appelé ça comme ça. L'Union européenne, pour ne pas la nommer. L'Union européenne, et puis les juristes aussi, sur la Cour européenne de justice, la Cour européenne des droits de l'homme. Et que j'inclus, finalement. Et dans lesquels, je pense que vous avez probablement lu le livre, je crois dont on a beaucoup parlé, d'Erich Schloss sur la démocratie à l'épreuve des prétoires, qui explique très bien, disons, ce phénomène-là, au fond, de dépossession de l'État. Éric Zemmour avait écrit un livre là-dessus qui s'appelait « Le coup d'État des juges », dans lequel il expliquait... Tout à fait. Alors, le est intéressant, parce que lui a été secrétaire général du Conseil constitutionnel, donc il ne peut pas être accusé... Parce qu'Éric Zemmour, oui, bien sûr. Dire, mais simplement, pour finir, parce qu'on n'a plus beaucoup de temps, il y avait quand même quelque chose dont je voulais vous parler. Vous citez une écriture dans l'Évangile qui est très connue, qui est « Rendez à César ce qui est à César ». Et à Dieu ce qui est à Dieu. Finalement, est-ce que ce qui manque au Coran et aux musulmans, ce n'est pas cette inscription dans leur texte religieux d'un appel à la séparation entre le spirituel et le temporel? Est-ce que ce n'est pas ça fondamentalement, en plus de peut-être l'incompatibilité civilisationnelle qu'il existe, qui les empêche de faire un pas vers la France et de s'assimiler totalement? Sûrement. Alors, dans l'islam, il existe bien des registres différents. Parce que le registre, si vous voulez, vraiment plutôt des 5
des cinq fondements du Coran, oui. le jeûne, la prière, oui. la profession de foi, etc., est bien différent du registre de l'organisation politique et sociale. C'est quelque chose qui est très frappant en la matière sur la différence entre ces deux registres, c'est que pour le registre spirituel, le traitement des hommes et des femmes est exactement le même. Les musulmans et les musulmanes ont exactement les mêmes devoirs. La prière est la même, le ramadan est le même. Sur ces 5 points peut-être. Sur ces 5 points, voilà. Alors qu'au contraire, quand on est dans le registre politique et social, alors là, le contraste est total. Hein, on considère l'héritage, le droit pour le mari de battre sa femme. Et c'est précisément cette part politico-sociale qui s'oppose à la nation et à la... Tout à fait. Alors, ce qui est, me semble-t-il, une grande escroquerie, si je peux dire, mais une escroquerie dans laquelle, justement, l'État, les juges, etc., sont assez complices, c'est, au nom de la liberté de religion, de faire passer en contrebande dans la liberté de religion quelque chose qui, en fait, ne relève pas de la religion, enfin, telle qu'on l'entend, chez les chrétiens ou chez les juifs, etc., mais qui concerne un ordre politique et social totalement antagoniste par rapport à l'ordre politique et social européen. Et je pense qu'on ne sortira pas, si vous voulez, de cette situation. Et là, c'est vraiment une question de l'État. C'est une question de l'État. Tant que l'État n'aura pas dit... Hein, faites votre... comment on dit déjà ? J'arrive jamais à le dire. Aggiornamento. Non, ou même dire simplement même, au fond, même si vous faites la confusion, oui. Nous, l'État, n'acceptons pas que vous importiez en contrebande, au nom de la liberté de religion, ce qui relève la construction d'un ordre politico-social contraire au nôtre. Donc, nous respectons votre liberté de religion totalement, mais dans la mesure où il s'agit bien d'une liberté de religion, mais nous n'acceptons pas que vous fassiez cela. Alors, de temps en temps, il y a quelques jugements qui essaient de faire ça. La loi, disons, sur le communautarisme a essayé un peu, mais on est vraiment d'une démarche incroyablement timide dans ce sens. Merci, c'est déjà fini. C'était passionnant d'être venu sur notre plateau pour nous présenter votre livre, que vous pouvez donc retrouver, chers téléspectateurs, sur la boutique de tvliberté.com. À bientôt. Merci.